Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité ? Ce samedi, c'est la fête de la sainteté pour l'ensemble des fidèles catholiques. La Toussaint, comme partout dans le monde, a été célébrée en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les paroisses ont refusé du monde. Les fidèles y sont allés exprimer leur désir de marcher sur les traces des saints, modèles de foi et d'amour. Ce samedi 1er marque aussi le départ de Novembre Bleu. Le mois entier est consacré à la sensibilisation contre le cancer de la prostate. La maladie représente 25% des cancers masculins dans le monde. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité lié à ce mal est de 37%. Dans cette édition également, on fera immersion dans le secteur de la photographie. Les chasseurs d'images, on en trouve de toutes sortes et à toutes les bourses. Du citoyen lambda à la plus haute autorité, on s'arrache leur service. Mais quelle est la réalité derrière les objectifs ? Réponse dans quelques instants. Voilà pour l'essentiel, bienvenue. Ce 1er novembre, les fidèles catholiques du monde entier célèbrent la Toussaint, la fête de tous les saints connus ou inconnus. À Abidjan, notamment à Yopougon et Cocody, les églises ont accueilli une foule de fidèles venus prier et rendre grâce à Dieu. Ils ont exprimé leur désir de marcher dans les traces des saints, modèles de foi et d'amour. Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan, Kevin Digbe, Samassi Alassane. Les cloches résonnent en ce matin du 1er novembre. Chants, prières et visages illuminés de joie se mêlent. La grande famille catholique célèbre la Toussaint, la fête de tous les saints. Des paroisses de Yopougon à celles de Cocody, les fidèles se sont rassemblés en grand nombre, vêtus de blanc, symbole de pureté et de résurrection. Ils rendent grâce à Dieu et prient pour marcher dans les pas des saints. C'est une fête qui nous permet de savoir que la sainteté est à la portée de tous, à l'image de notre saint patron Saint Jean-Paul II. Il nous dit que si nos cœurs restent attachés au Christ et que nous gardons en mémoire les béatitudes, que nous vivons selon les béatitudes, nous aussi nous aurons part à cette sainteté. C'est une très grande solennité pour nous parce que ça nous met sur le chemin de la sainteté. En venant à l'église, en écoutant les paroles de Dieu. Un message fort que les prêtres célébrants n'ont pas manqué de rappeler à leurs fidèles. Les saints ne sont pas des héros inaccessibles, non. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont choisi Dieu chaque jour, refusant les idoles du pouvoir, de la richesse et de l'orgueil. Les saints ont vécu l'évangile dans leur famille, ont vécu l'évangile dans leur travail. Célébrée depuis le IVe siècle, la Toussaint demeure une fête d'espérance et de lumière. Une journée pour se souvenir, mais aussi pour s'engager à devenir chacun, à sa manière, un reflet du Christ dans le monde. Les paroissiens des églises Sainte-Monique, du Dokui-Mahou et Saint-Joseph d'Abobo ont eux aussi célébré ce vendredi 1er novembre la fête de la Toussaint, une journée de prière à la mémoire de ceux qui ont rejoint la félicité de Dieu. Reportage signé grâce à Abigail Kouadio, Moussa Konaté. Ce 1er novembre, les fidèles catholiques de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké célèbrent la fête de la Toussaint, journée dédiée à la commémoration de tous les saints connus et inconnus. Pour le père curé Kamensky Konan, cette célébration est une invitation à la communion avec Dieu et avec la communauté des croyants. À travers cette fête, nous reconnaissons déjà l'humilité de l'Église, cette humilité qui fait dire à l'Église qu'elle ne prétend pas avoir dressé la liste exhaustive de tous les saints et de toutes les saintes. Il y a des saints connus et il y a des saints inconnus. C'est l'ensemble de tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui. La sainteté, c'est une vie de communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Même ferveur à la paroisse Saint-Pierre de Nembou, où les fidèles ont pris part à une messe spéciale à l'honneur de tous les saints. Pour les fidèles catholiques, c'est un moment de recueillement et de réjouissance. La Toussaint nous permet de croire en la vie future, de vivre auprès de lui le jour où nous irons. J'ai prié afin que les saints intercèdent auprès de Dieu pour la tranquillité dans le pays. Nous commémorons
nous prions, nous intercédons à l'honneur de nos saints patrons pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent également aussi intercéder pour nous. Quand on parle de la fête de tous les saints, c'est aussi partager des repas en famille. La continuité de la Toussaint le 2 novembre est également l'occasion pour les nombreuses familles de se rendre sur les tombes de leurs proches disparus. Le 1er novembre, l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Et le 2 novembre, elle commémore les défunts. Deux célébrations consécutives, souvent confondues, mais pourtant bien distinctes. Dans ce reportage, nous essayerons de vous faire comprendre la différence entre ces deux célébrations. Laure Goretti, Soro Corona. Bon, je n'ai pas connaissance du 2 novembre. Je connais pour le 1er novembre. Bon, on dit que c'est la fête des saints. Donc pendant cette fête, les gens vont dans les cimetières pour nettoyer, pour faire des prières, pour faire des vœux. Le 2, on se souvient de tous ceux-là même qui sont décédés. Deux célébrations que beaucoup confondent. Pourtant, elles ne portent pas le même message. L'Église catholique célèbre ces deux journées étroitement liées. La Toussaint le 1er novembre et la commémoration des défunts le 2 novembre. Il y a une grande nuance parce que déjà, il faut savoir qui sont les saints. Les saints, ce sont des personnes qui ont vécu selon la vérité de l'Évangile et constituent pour l'Église un modèle. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont vécu également de façon authentique leur vie de foi. Donc toutes ces personnes-là, c'est ce jour-là qu'on célèbre leur fête parce qu'on célèbre le triomphe dans la gloire éternelle. Parce qu'ils sont auprès du Seigneur, dans notre foi. Et le 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts. Alors, ce sont les personnes qui sont décédées, qui ont vécu dans la foi et qui sont encore en chemin pour pouvoir découvrir le Père. Le 1er novembre, l'Église honore les saints, connus et inconnus. À travers cette solennité, les fidèles sont invités à marcher sur les traces, à rechercher la sainteté dans leur vie quotidienne. Nous autres, ça nous interpelle parce que s'il y a des gens qui ont fait du chemin et qui ont trouvé grâce devant le Seigneur, c'est que nous qui sommes encore en bas ici, nous avons à faire aussi des efforts de conversion. Le 2 novembre, appelé aussi Jour des morts, est consacré à la mémoire de tous les défunts, un temps de prière et de recueillement. Nous sommes vivants, eux ils sont morts, on ne peut plus prier pour eux. C'est nous qui pouvons prier pour eux. Voilà, il y a des références bibliques qui sont là, qui accompagnent cette prière pour les défunts. Dans les familles, certains parents se rendent au cimetière, sur les tombes, et d'autres préfèrent allumer des bougies en signe de souvenir et d'espérance. Au cours du baptême, on donne la bougie, le signe de la lumière du Christ dans notre vie. C'est pour marquer que nous sommes lumière. Ils ont été lumière. Le 1er et le 2 novembre forment deux aspects d'une même foi. La foi en la résurrection et en la vie éternelle. Après le mois d'octobre dédié au cancer du sein, novembre annonce la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Sous le slogan de Novembre bleu, tout le mois est aussi dédié à la lutte contre cette maladie qui représente 25% des cancers masculins. Pourquoi cette mobilisation mondiale autour de cette pathologie? Réponse avec Franck Quadio. La santé n'a pas de prix. Mais le cancer de la prostate est dangereux pour la santé sexuelle et reproductive chez l'homme. Un danger pour la santé sexuelle et reproductive chez l'homme que le cancer de la prostate. Des personnalités publiques masculines qui portent le message à ce mois de novembre consacré à la sensibilisation contre ce tueur muet. Le cancer de la prostate, parlons-en. Il est l'un des foyers cancéreux le plus diagnostiqués, entre 15,9 et 16%, encore plus que celui du foie, du col de l'utérus ou encore celui du côlon rectum. Il concerne la prostate, cet organe en fait une glande masculine responsable entre autres de la production du sperme et qui représente 25% des cancers masculins. Et ses causes sont multiples, quoique pas formellement entérinées. La fragilité immunitaire due à l'avancée de l'âge reste un élément favorisant. Mais il y a des causes génétiques et héréditaires, des facteurs alimentaires, tels les graisses saturées ou même l'exposition à certains pesticides. En mars 2025, la Côte d'Ivoire a abrité l'atelier francophone autour du cancer de la prostate et la nécessité de la collaboration internationale est apparue avec comme objectif principal l'amélioration de la prise en charge de ce cancer en Afrique francophone. La prise en charge. Il est possible d'en guérir lorsque le cancer est diagnostiqué tôt, aux alentours de 40 ans, voire 45 ans. Depuis 2016,
80 milliards de francs CFA dégagés par l'État ivoirien pour la prévention, le traitement et le développement d'un plateau technique de qualité. Et le cancer de la prostate, selon les données officielles de 2022, avec 20%, est le cancer le plus fréquent. Il est même la première cause de mortalité due au cancer en Côte d'Ivoire avec 37%. C'est donc un sujet préoccupant. Le mois de novembre a été désigné au niveau mondial juste après celui dédié au cancer du sein pour encore lutter contre les idées reçues et encore favoriser le dépistage précoce. Un tout autre sujet à présent, la mission d'observation électorale de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a été reçue en audience par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La mission, composée d'experts venus de plusieurs pays membres, a présenté son rapport final d'observation du scrutin présidentiel ivoirien. Noussangari. La délégation d'experts électoraux de la CEMAC, conduite par l'ancien Premier ministre cadien Nadinga Emmanuel, reçue en audience par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso. La mission, composée d'experts venus de plusieurs pays membres, a présenté son rapport final d'observation du scrutin présidentiel ivoirien. Vous savez, une élection, c'est un matériel disponible pour les électeurs. Le matériel disponible a été constaté sur le terrain au niveau de tous les bureaux de vote. Il n'y a pas eu de bousculade majeure ici et là, et ces élections sont déroulées normalement aux heures convenues. Bien sûr, il y a quelques bureaux de vote qui ont eu quelques problèmes, ils ont pris un peu de retard, mais qui sont rattrapés. Et je crois que tout ça, ça a été dans les génies de la CI de prévoir toutes ces questions-là pour garder la durée du scrutin comme telle et permettant à tous les électeurs, n'est-ce pas, de voter. Les forces de l'ordre, ils ont accompagné vraiment de façon très paisible ces élections. En recevant le rapport, le ministre Adama Dosso a salué une démarche fraternelle et solidaire qui renforce les liens entre la CEMAC et la CEDEAO. Je crois que tout cela est à mettre au crédit donc, de notre pays, au crédit de tous les acteurs. Je pense que la Côte d'Ivoire doit se satisfaire, en tout cas d'avoir donc conduit ce processus conformément aux standards internationaux et conformément à toutes les règles qui sont prévues en la matière. Bien évidemment, une telle occasion est également l'opportunité pour le ministère en charge de l'intégration africaine de passer en revue ou de jeter quelques bases d'une coopération ou d'une intégration beaucoup plus réussie dans le cadre du processus électoral entre l'Afrique de l'Ouest à travers la CEDEAO et la CEMAC. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement sous la conduite du président Alassane Ouattara à poursuivre les efforts pour la paix, la bonne gouvernance et l'intégration africaine. Enfin, un crochet côté promotion du genre pour le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Euphrasie Yao dresse le bilan de ses actions de promotion de paix. La ministre et titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision salue l'engagement des femmes ivoiriennes pour la cohésion sociale et le développement du pays. C'est ce que rapporte Jean-Marc Djadji, Joël Gomez dans cet élément. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision célèbre les 25 années de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une mesure qui valorise les femmes comme actrices de paix et de prévention des conflits. Au vu de cette révolution, un plan d'action national 1325 a été constitué pour un socle stratégique avec, à la clé, la création en 2019 du programme Créa-Paix, communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité est une très belle résolution qui, en ses 20 articles, relève ce qu'on doit faire pour que les femmes et les hommes puissent participer en même temps au poste de prise de décision dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Donc c'est une très belle résolution. Elle demande même qu'on prenne en compte les questions du genre à tous les niveaux de l'élaboration des politiques, programmes et projets de développement. Pour moi, c'est une résolution très complète. À ce jour, Créa-Paix enregistre plus de 2000 bénévoles, majoritairement des femmes qui sont engagées dans 18 pays sur 4 continents.
Alors pour le plan d'action, ce sont ces acteurs qui ont décliné les axes. Ils ont dit par exemple qu'en ce moment, en 2006, 2007 où nous sommes, ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, c'est la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles, parce qu'on était vraiment en crise, y compris les mutilations génitales féminines. Le deuxième élément, c'est que l'approche genre soit dans les politiques et programmes de développement. Avec un quota de 30% de femmes dans les nominations publiques et la mise en place des lois sur la famille, la résolution 1325 des Nations Unies semble avoir un impact positif sur la participation des femmes dans le développement du pays. Ils sont indispensables à tout événement, heureux ou malheureux, modeste ou fastueux. Leur rôle, immortaliser ces instants qui marquent les étapes d'une vie. Eux, ce sont les photographes. Entre passion, débrouille et défis économiques, ils tentent de faire reconnaître leur métier. Nos reporters Lionel Yomoli, Fatim Traoré, Jean-Luc Bangbo, Kevin Digwe vous embarquent dans l'univers de ces professionnels de l'image et les réalités derrière l'objectif. Travailleurs de l'ombre, ils immortalisent chaque moment avec leurs appareils photo. Dans ce studio de la Riviera, dans le village d'Adono à Cocody, ces jeunes photographes planifient leur prochain rendez-vous. Assure ta femme. Tu vas aller là-bas, non? Séance photo, retouche, chaque étape est importante pour le bon déroulement du travail. Ça va allier de l'aspect technique de la chose, mais il y a aussi un aspect artistique en fait qui va rentrer en ligne de compte. Par exemple, si on parle de composition, la composition c'est vraiment toute une histoire en fait, toute une façon de faire et même tout un art en fait. Et c'est le fait d'appliquer toutes ces règles-là qui vous permettent de sortir le meilleur d'une image. Outre le fait que le métier de photographe soit soumis à un certain nombre de conditions, ces passionnés de l'image font face à plusieurs défis dans leur quotidien. Donc quand tu es seul à te battre, à toi-même te débrouiller pour d'abord t'offrir ton propre matériel, c'est vraiment pas facile. Parce qu'un appareil photo, si tu n'as rien de boursier, c'est au moins 5 à 600 000, sans compter l'ordinateur et puis les lumières à côté. Tu peux faire pratiquement 2-3 mois où tu ne travailles pas et puis il y a des mois aussi où tu peux t'en sortir carrément. Dans ce studio, à Angré 7e Tranche, l'ambiance est tout autre. Nous retrouvons Charles, connu sous le pseudonyme de Bonzi, sur les réseaux sociaux en plein shooting. Ce photographe n'hésite pas à camper un rôle pour mieux intégrer sa cliente dans son show. Là, il va falloir marcher comme les petits. Il faut toujours bouger. Une attention particulière qu'elle affectionne. Il te met à l'aise, il te montre ton bon profil, parce qu'il y a des photographes qui sont un peu exigeants, ils sont là, on n'a pas le temps, j'ai un autre rendez-vous. Il ne te met pas de pression. Ensuite, après les photos, on doit regarder. Il y a des photographes qui sont hyper intransigeants. Ils vont te dire 5 photos pour le coup, donc pas plus. Avec lui, tu peux dire, bon, est-ce que je peux avoir une photo en plus, 2 photos en plus? Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est une qualité qui manque à beaucoup de photographes. Ici, les shoots sont chiffrés à environ 100 000 francs CFA la journée pour une douzaine de photos en 3 tenues différentes. Dans le monde, nous pouvons réaliser à peu près une quinzaine de shootings, que ce soit interne ou extérieur. S'il y a la décoration ajoutée, ça peut aller jusqu'à 200, 250 000, voire 300 000. Ce métier, c'est quelque chose qu'il faut aimer, sinon tu ne peux pas. La passion, c'est ce qui a également guidé Vianney. Autrefois comptable avec un CDI à son actif, il exerce la photographie à temps plein depuis 3 ans. Je jonglais entre photographie et comptabilité. C'est-à-dire je faisais le 7h, 17h. Et à partir de 18h, j'ouvrais le studio. Parfois, je faisais des shootings jusqu'à 4h du matin. Les personnalités publiques n'échappent pas à son objectif. Son secret, son carnet d'adresses. Il faudrait qu'on arrive à fidéliser les clients et à être bien préparé, bien formé. Du coup, pour se lancer totalement dans la photographie, je dirais qu'il faut quand même que vous connaissiez des gens. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les inquiétudes émergent. En quelque sorte, l'IA nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et un photographe qui veut vraiment avancer, vu que les IA, il y a les payants, il y a les gratuits, tu peux l'utiliser aussi pour faire quelque chose. Peu parmi eux arrivent à franchir le cap de photographes professionnels pour espérer vivre de leur art. La concurrence déloyale surtout qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons à peine notre art. À cet effet, des mesures sont envisagées pour soigner l'image des photographes, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire nous aide réellement à filtrer tous les photographes.
en ayant leur registre de métier et les certificats de qualification de métier. Derrière l'objectif, les difficultés des photographes sont diverses. Tous s'accordent pour l'affirmer. Pour redynamiser ce secteur important dans notre quotidien visuel, il faut une organisation et une formation adéquate. Au chapitre culture, le dimanche 12 octobre dernier s'est ouvert à Grand Bassam la célébration des festivités publiques de l'Abissa qui a pris fin le 19 octobre dernier. Cette dernière journée marque le début du nouvel an du peuple Nzima. L'Abissa, rendez-vous culturel incontournable, attire chaque année des milliers de curieux. Quelles sont les grandes articulations qui ont meublé l'édition 2025? Élément de réponse avec David Soyo. Patrimoine culturel des Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire, l'Abissa marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle. Ce passage est célébré au son du tam-tam sacré, le ndombolé. L'Abissa, c'est une danse et 3 rythmes. Le guadoudoulé, rythme de la procession. La belle boulet, rythme de la récolte du maïs. Et le woudoulé, ou encore le ndongbolé, rythme de l'unité. Cette année encore, le nouvel an du peuple Nzima a accueilli invités et visiteurs venus pour certains faire la fête et d'autres découvrir l'attachement des Nzima Kotoko à leur culture. J'ai été absolument impressionné par la qualité de l'exécution des danses, des défilés, des différents rituels et ça me donne davantage envie encore de me plonger dans les différentes cultures du pays. La sortie solennelle du roi Aoulei Amontanoé à la place Abissa, les prestations des filles de la cour royale, du groupe Atchouenkwasi, des 7 grandes familles, suivies de la critique sociale, exécutée par des chansonniers, sont quelques éléments clés de l'Abissa. Cette année, le rendez-vous culturel a mobilisé plus de 1200 bénévoles et associé 24 institutions et entreprises partenaires, dont la RTI. L'Abissa, une danse de paix, de conjuration des calamités et de renforcement de la cohésion, est le thème de l'édition 2025. Chapitre, le quartier Sokura à Bouaké a vibré au son du goumbé, une musique traditionnelle caractérisée par l'utilisation de tambours et de castagnettes. Pour les organisateurs, cet événement représente une vitrine pour faire de Bouaké une destination culturelle offrant un cadre d'échange artistique et de promotion des percussions locales. C'est ce que nous dit Boubacar Silla. Nuit de retrouvailles des filles et fils du quartier Sokura à Bouaké autour du Goumbé. Toute une nuit, ce quartier a vibré au son de ce style de danse et de musique rythmée et caractérisé par l'utilisation de tambours et de castagnettes. Pour les organisateurs, au-delà des retrouvailles et d'une célébration artistique, cette soirée représente une vitrine pour la promotion de la danse africaine et un moyen d'expression de messages de paix, d'unité et du vivre ensemble. Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises à Bouaké. Et le Goumbé peut contribuer aussi à des actions citoyennes. Mais on peut aussi utiliser le Goumbé pour éduquer nos populations. Culturellement, on peut apporter notre contribution à Bouaké Nouveau en faisant renaître toutes ces danses-là qui avaient de la valeur sociale, de rassemblement. Vous avez vu ce soir, c'est toutes les couches sans exception qui sont venues s'amuser. D'autres personnes même sont venues de Djebonoaï, de Boisflé et d'Abidjan. Une occasion également pour expliquer les origines de la danse Goumbé à la jeune génération qui s'est laissée emporter par le son des tam-tam. Le Goumbé, c'est une danse Aoussa. La danse est déportée jusqu'à Bassama, chez nous ici. Ça se dansait comme ça au bord de la mer, comme les genres calypso. Moi, depuis les années 66, je fais le Goumbé. Il y avait 8 Goumbés à Bouaké ici. Il y avait Grolo, il y avait Simpa, il y avait Kraner, il y avait Nosser, il y avait Ringo, il y avait beaucoup de Goumbés.
Les autorités locales et les invités spéciaux venus de plusieurs villes du pays saluent l'organisation de cette rencontre. Ça m'a fait revenir en arrière avec des souvenirs très importants. Moi-même travaillant pour l'UNESCO, est-ce qu'il ne faut pas proposer à l'UNESCO pour le patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est toujours bon enfant, avec une ambiance festive où il n'y a que vraiment des valeurs humaine. La danse gombe est exécutée de jour comme de nuit dans un cadre convivial, souvent au clair de lune, autour d'un feu ou sous les lampadaires pour accompagner divers événements sociaux et religieux, notamment les naissances, baptêmes, mariages, fêtes de Ramadan et de Tabaski. Cette danse traditionnelle est également présente en Guinée-Bissau, au Sénégal, au Cap-Vert et en Gambie. On part à présent au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire où plus de 20 ans après le début des travaux, le grand musée égyptien est inauguré ce 1er novembre. L'édifice culturel le plus grand du 21e siècle ouvre ses portes. 100 000 objets y seront exposés, dont les trésors de Toutankhamon. 80 délégations venues du monde entier prennent part à l'inauguration de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, qui représente le président de la République, Alassane Ouattara. Justement, en marge de la cérémonie d'inauguration du Grand Musée du Caire, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a reçu plusieurs artistes égyptiens, galeristes, promoteurs culturels et professionnels des métiers du cinéma. Ils ont partagé les expériences de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire et projettent de possibilités de collaboration. Didier Nguessan. Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, visite le Musée national de la civilisation égyptienne. En plein cœur de l'ancienne ville de Fostat, le musée offre plus de 23 000 m² de surface d'exposition. Elle a pu observer quelques-uns des 50 000 objets retraçant la civilisation égyptienne depuis la préhistoire à l'époque contemporaine. Dans un rayon d'1 kilomètre aux alentours, Françoise Remarque et sa délégation découvrent l'église suspendue. Elle est considérée comme la plus vieille église du monde selon les guides. Au musée copte, l'histoire des manuscrits et de plusieurs collections d'objets du quotidien lui sont contées. Nous avons remarqué cette cohabitation civilisationnelle entre toutes les religions. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et c'est ce qui existe toujours depuis longtemps. Donc pour nous, c'est un exemple que nous devons renforcer davantage pour la cohabitation de toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. La veille, la ministre de la Culture a reçu en audience 3 groupes d'artistes. Il s'agit de Mossad Fouda, président du syndicat des métiers du cinéma d'Égypte, et Gada Gabara, président de l'Académie des arts et vice-ministre de la culture d'Égypte. Ensuite, Dina El Robi, artiste et fondatrice d'une galerie d'art. Et enfin, Abdel Nadine, créatrice et promoteur culturel. Les parties égyptiennes et ivoiriennes ont partagé leurs expériences culturelles et envisagent d'explorer mutuellement leurs acquis. C'est très important d'avoir ces collaborations entre les pays africains et surtout de faire des projets comme Tale of Two Cities, de faire des échanges, des vrais échanges où il y a non seulement les artistes, les galeries, les industries, les designers et à travers ça, on a les sociétés privées qui vont aussi avoir un bénéfice. L'Égypte est un véritable modèle, une inspiration, un modèle assez différent puisque le secteur privé et le financement et la mobilisation du secteur privé est assez importante. Cela nous permettra effectivement d'échanger sur nos modèles. Nous avons les mêmes ambitions. Avec 15 milliards de dollars, soit 9 000 milliards de francs CFA en 2023, le tourisme culturel pèse plus de 11% du PIB égyptien. Un savoir-faire qui pourrait profiter à la Côte d'Ivoire. On reste hors de nos frontières, cette fois-ci en Afrique centrale, où 3 jours après l'élection présidentielle tanzanienne, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan remporte le scrutin avec 97,66% des voix selon les résultats définitifs proclamés ce samedi 1er novembre à la télévision d'État par le président de la commission électorale. Le processus post-électoral a été marqué par 3 jours de violence dès les jours du scrutin dont l'opposition a été écartée. Au
Au moins 800 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre lors des manifestations contre le pouvoir selon l'opposition. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.